Janvier 2012, le Conseil constitutionnel validait la candidature du président Wade, déclenchant ainsi une vague de violence dans Dakar et sa banlieue. Des mois auparavant, les 5 sages ont été l'objet de pressions, d'insultes et d'intimidations. Comment ils ont vécu cette période lourde de danger qui les plaçait au centre de toutes les attentions et de toutes les spéculations? Comment leurs familles respectives ont vécu cette tension permanente? Qui sont les rédacteurs de la Constitution de 2001? Retour sur une séquence de notre vie politique qui n'aura pas été de tout repos. Juge constitutionnel mais aussi électoral, le Conseil constitutionnel est composé de 5 membres, nommés par décret par le président de la République et ce, pour 6 ans, non renouvelables. En 2012, ces 5 membres ont été au centre de toutes les attentions et de toutes les spéculations relativement à la validité ou non de la candidature de Abdoulaye Wade pour un nouveau mandat. Mais ce qu'on ignore surtout, c'est que les juges constitutionnels avaient anticipé une année auparavant en se penchant sur la question comme nous le rapporte l'un des sages qui a décidé de briser le silence. On n'en parlait pas encore beaucoup. Il n'y a que 2 ou 3 personnes qui avaient eu l'opportunité d'en parler de façon presque allusive, sans insister. Mais moi, dès que je suis arrivé au Conseil constitutionnel, à l'époque c'était Mireille Ndiaye qui était présidente, on a eu l'occasion d'en discuter. Il avait demandé à ce que chaque membre y réfléchisse par anticipation parce que le problème finirait tôt ou tard par se poser. D'autant plus que Mireille Ndiaye savait qu'elle-même, elle n'y serait pas quand ça se poserait parce qu'elle devait partir, son mandat terminé. Donc nous y avons travaillé et chacun déjà avait une certaine idée sur les arguments pour, les arguments contre et on s'était préparé en conséquence. Mireille Ndiaye étant partie et elle a été remplacée par le président Cheikh Tidiane Diakhaté et à son arrivée, lui aussi, il a voulu que l'on se mette à jour parce que ce problème commençait à être posé de façon récurrente sur tous les plateaux de télévision, à la radio, à la presse, etc. Donc on lui a dit qu'on avait déjà fait quelque chose, il a dit mais il faut se mettre à jour, on a recommencé, on s'est mis à jour et chacun avait déjà une idée sur ce qu'était le problème de la recevabilité ou non de la candidature d'Abdoulaye Wade. Mais comment se passe la procédure au sein du Conseil constitutionnel? Autrement dit, comment les affaires sont examinées et vidées? Généralement, c'est le président qui décide du rapporteur. Quand une affaire arrive, on désigne un rapporteur. Ce rapporteur fait un rapport, donne son point de vue sur la question, prépare un projet de décision avec la motivation et la solution et donne à chaque membre une copie de son rapport. Et le jour où on doit délibérer, chacun s'est déjà imprégné du rapport et on discute, argument contre argument, jusqu'à tomber d'accord. Alors, mais si par extraordinaire, il y a quelques membres qui n'étaient pas d'accord avec ce que dit le rapporteur, même pas par extraordinaire, ça arrive souvent qu'on ne soit pas d'accord là. On procède à un vote, on commence soit de la gauche ou de la droite et on demande à celui-là s'il est d'accord, etc. L'essentiel c'est qu'étant 5, s'il y a 3 voix qui sont pour, ça passe. C'est comme ça que ça se passe. Il se peut même qu'on n'ait pas besoin d'avoir la voix du président ou du vice-président parce que ce sont les 3 autres qui commencent par dire leur point de vue. S'ils sont déjà majoritaires, le débat est clos. Mais le président peut venir ou le vice-président estimer qu'ils ne sont pas d'accord, discuter. La voix du président n'entre en jeu de façon prépondérante que lorsqu'il y a égalité. Lorsqu'il y a 2 pour et 2 contre, là le président peut aller d'un côté, ça fait 3, ou bien s'il y a 2 pour, 2 contre et une abstention, la voix du président peut compter double. Mais ça, ce sont des situations exceptionnelles. Et de toute façon, ça ne s'est pas posé là pour la question qui nous recoupe. Mais relativement à la validité ou non de la candidature de Abdoulaye Wade pour un nouveau mandat, les opinions divergent et placent le Conseil constitutionnel chargé de trancher la question au centre de toutes les attentions et spéculations. Dans ce contexte sénégalais, nous étions presque en campagne électorale. Il y avait un certain nombre de conflits et de contentieux qui avaient été ouverts précédemment par une décision
prise par Abdoulaye Wade consistant à ne plus se représenter en disant qu'il avait verrouillé la Constitution, qu'il n'avait plus la possibilité d'être candidat. Ce contentieux maintenant, à l'approche de l'élection présidentielle de 2012, avait atteint son paroxysme. Et le point d'ordre de ce contentieux devait être la décision prise par le Conseil constitutionnel pour valider ou invalider une candidature qui en soi était déjà problématique. Donc le contexte était particulier parce que nous ne faisions plus face à un contexte où des candidats allaient normalement déposer leur candidature. On était dans un contexte où le candidat sortant avait vu sa candidature considérée comme étant illégitime, à défaut d'être vue comme étant illégale. Et puisque les décisions du Conseil constitutionnel étaient sans recours, forcément, ce processus de décision-là donc entraînait un certain nombre peut-être de pressions et de dynamiques. L'opposition ne voulant pas avoir en face d'elle Abdoulaye Wade, qui est une bête politique, et Abdoulaye Wade et son régime aussi, considérant que la meilleure manière pour eux de se soustraire ou en tout cas d'éviter certaines menaces de reddition des comptes était de se perpétuer au pouvoir. Et souvent le prétexte fallacieux, c'est de dire que oui, nous avons commencé beaucoup de réalisations, il faut qu'on le parachève, comme s'ils étaient les seuls intelligents dans le pays. C'est cette compréhension messianique du pouvoir qui embourbe notre démocratie. Et c'est pour ça aussi qu'on a dit Y en a marre, et c'est pour ça qu'on continue de se battre jusqu'à présent. Le contexte était assez tendu déjà par cette raison première que j'ai avancée. Il y a aussi ce qu'on appelle le contexte, c'est-à-dire un contexte hors sénégalais. Parce que pas loin de chez nous, en Côte d'Ivoire, il y avait aussi le fameux cas Yaoundé, le président du Conseil constitutionnel donc ivoirien, qui avait pris une décision plus que controversée et qui était même amené à se dédire. L'ensemble de ces facteurs-là avait fini par faire admettre dans l'opinion publique sénégalaise que les membres du Conseil constitutionnel en Afrique en général et au Sénégal en particulier ne regardaient que la direction que leur indiquait le prince. Donc il y avait une forme d'air du soupçon qui s'était installée durablement dans l'opinion publique et il revenait justement aux différents acteurs, aux différentes parties prenantes de créer une sorte de rapport de force pour mettre une pression avant prise de décision sur ce Conseil constitutionnel dont la décision est irrévocable. Les rédacteurs de la Constitution 2001 reviennent sur les orientations ayant présidé à sa rédaction. Lorsque nous étions en train de rédiger cette Constitution, nous avions à l'esprit quelque chose de très précis. Il fallait absolument éviter d'avoir des présidents qui restent au pouvoir pendant trop longtemps, parce que nous avions vécu sous les deux magistères différents, nous avions vécu des présidences beaucoup trop longues qui avaient débouché sur une sorte de patrimonialisation, d'appropriation du pouvoir par l'autorité à qui il était confié. La deuxième grande direction, c'était de faire en sorte que des présidents ne puissent plus rester longtemps au pouvoir. Parce qu'on a considéré que le président Senghor est resté 20 ans au pouvoir, le président Diouf est resté 20 ans au pouvoir, il n'est plus question que quelqu'un d'autre reste 20 ans au pouvoir. Et dans les termes de référence, il était donc prévu que l'on puisse arriver à réguler, n'est-ce pas, le pouvoir présidentiel et aller à la limitation des mandats. Il y avait d'autres éléments, disons moins importants, mais ce qu'il faut retenir, ce sont ces deux grandes orientations qui avaient été retenues. Cette effervescence politique et ce bouillonnement médiatique autour de la question ne résultent-ils pas d'une mal-rédaction de cette disposition constitutionnelle? Il arrive que souvent, on se rende compte, lorsque les événements se précipitent et à l'épreuve de la pratique, on peut se rendre compte que telle disposition aurait dû être rédigée d'une autre manière. Mais finalement, ce genre de reproche intervient toujours après coup. 5 ans, 6 ans après, lorsque l'irréparable se produit, eh bien, c'est un reproche qui revient souvent. Il y a eu une lacune dans telle ou telle partie de la Constitution. Mais ce sont des choses qui arrivent
Personne n'est parfait, personne n'est à l'abri d'erreurs. Pour moi, le texte est clair. Il interdit au président de la République de briguer un troisième mandat. Le texte qui a été écrit, si vous le montrez à n'importe quel juriste honnête, il vous dira qu'il n'y a pas de problème. Mais en droit, lorsqu'on veut interpréter un texte, on peut utiliser plusieurs manières. Et l'interprétation des textes, c'est un problème. Parce que souvent, les textes qui sont rédigés ne le sont pas toujours avec la précision, comme je le disais, mathématique. Hein? Il y a souvent des zones d'ombre qui sont laissées. Il y a de temps en temps des principes généraux qui sont dégagés, qu'il faut interpréter. Il y a de temps en temps des omissions, n'est-ce pas, qu'il faut combler. Et généralement, dans les grandes démocraties, c'est le rôle du juge constitutionnel de le faire. Donc de combler les lacunes de ce texte. Parce que c'est le juge qui est l'interprète authentique du texte. Ce que je maintenant regrette, c'est qu'au moment où on rédigeait le texte, on aurait pu faire comme le Mali, par exemple. Le Mali. Au Mali, on ne peut pas réviser la Constitution sans aller au référendum. Même une virgule. Donc on aurait pu tout verrouiller. C'est tout à fait possible. Si on verrouille tout, il peut y avoir aussi des difficultés. Si on veut changer une petite chose dans la Constitution. Oui, alors c'est pourquoi je dis toujours qu'il faut qu'on sache raison garder dans cette affaire-là. Il y a bien sûr, n'est-ce pas, dans l'écriture, des, comment dire encore, des manquements qui auraient pu être comblés lorsqu'on décide de verrouiller. Mais on peut considérer aussi que ce qu'on dit, c'est clair. Parce que si on dit le mandat est de 5 ans, il ne peut être renouvelé qu'une seule fois, il n'y a pas de discussion là-dessus. Et pourtant, vous le savez, le président est allé interpréter ce texte-là pour faire un mandat de 7 ans. Nous avons certes une part de responsabilité dans tout cela, on doit tout verrouiller, mais généralement dans les constitutions, lorsqu'on les rédige, on ne verrouille pas tout. Il faut laisser des ouvertures. Et ces ouvertures-là qui permettent la souplesse, qui permettent de faire avancer le régime politique. Après l'élection présidentielle, le journaliste français lui a posé la question. Il lui a dit « Ah non, vous savez bien que la Constitution m'interdit de briguer un autre mandat, un troisième mandat. » Et c'est ça l'esprit de la Constitution. Et parce que lui a inspiré la Constitution, parce que cette Constitution, c'est lui qui l'a voulu. Parce qu'il a inspiré la Constitution, en disant cela, il a fait une interprétation authentique, parce que c'est lui qui est chargé, qui était le gardien de la Constitution, qui était chargé d'appliquer la Constitution et de la faire appliquer. Donc, il est particulièrement bien placé pour faire une interprétation autorisée de la Constitution. Et cette interprétation, en droit, on appelle l'interprétation authentique. Donc, rien que cette déclaration suffisait pour le disqualifier pour de nouvelles élections, pour être candidat à de nouvelles élections. Même là, la parole du président ne peut pas nous lier. J'ai entendu tellement de choses là-dessus. En vertu de quoi un président de la République, si on raisonne par l'absurde, le président peut dire ce qu'il veut, on dit comme c'est lui qui l'a dit, donc c'est OK. C'est ce qu'on doit dire, parce que le président aurait dit « Ah, j'ai verrouillé moi-même », donc comme il a verrouillé lui-même, nous sommes tenus de dire « Ah, comme le président l'a dit, c'est vrai ». S'il avait dit le contraire aussi, on aurait dit « C'est vrai ». S'il faut être conséquent avec lui. S'il avait dit le contraire, que « Ah non, c'est pas vrai, j'ai pas verrouillé », on aurait dû dire « Comme il a dit qu'il n'a pas verrouillé, donc il a raison ». Nous, on est des juristes, on aura une décision, ça ne peut pas plaire à tout le monde, certains sont pour, certains sont contre, mais les amis universitaires qui étaient contre, parce que c'est leurs arguments qui peuvent m'intéresser, les autres c'est des politiques. Quand on est politique, l'esprit est obscurci par le caractère partisan. Mais quand on est juriste et technicien du droit, on peut faire des critiques objectives. On a rendu notre décision, ils n'ont qu'à commenter techniquement. Mais depuis lors, il y a eu un seul commentaire qui n'est même pas encore publié. Ce qu'ils font, ce sont des commentaires d'ordre politique dans les journaux, à lecture collective, ou même le non-initié ne sait pas ce que l'on dit là. Mais ils n'ont qu'à aller dans les doctrines juridiques, dans les revues juridiques, ils critiquent, ils disent, mais depuis lors, personne n'a critiqué. Alors, ils ont qu'à lire, notre décision est bien motivée. Mais ce qui s'est passé réellement, c'est la chose suivante. Le président a été élu sur la base d'une constitution pour laquelle, n'est-ce pas, le président doit avoir un mandat de 7 ans.
Alors la question était de savoir, est-ce qu'il faut, avec cette nouvelle constitution, limiter le mandat à 5 ans ou bien permettre au président de faire un mandat de 7 ans et de prendre un autre mandat de 5 ans. Alors c'est ça qui a finalement été retenu en accord avec le président. Parce qu'on s'est dit que, puisqu'il a été élu sur la base d'une autre constitution, la nouvelle constitution ne peut pas revenir sur cette élection-là. Donc on va retenir le principe des 2 mandats, mais avec simplement une exception, un premier mandat de 7 ans et un autre mandat de 5 ans. Alors, certains nous l'ont reproché, mais en réalité, il faut comprendre que lorsqu'on élabore une constitution, c'est une négociation permanente. Ça, souvent, les gens ne le savent pas. C'est une négociation permanente, c'est une discussion pour arriver à la meilleure solution. Donc, on est arrivé à cela. Et le président était d'accord que son mandat doit être limité à 2. Donc, un premier mandat de 7 ans issu de l'ancienne constitution et maintenant, avec l'application de la nouvelle constitution, un mandat de 5 ans. Alors, pour nous, c'était clair au niveau de la commission. S'il fallait évacuer la recevabilité de la candidature du président Wade, il aurait fallu le préciser. Il aurait fallu dire que le mandat en cours, parce que l'article 104 prévoit qu'il termine son mandat en cours. Or, le mandat en cours est régi par la Constitution de 1963. Alors, il aurait fallu dire, bien que ce mandat en cours soit régi par la Constitution de 1963, nous, on le comptabilise. Mais quand ils ont fait leur premier projet et l'ont présenté au président de la République, celui-ci a dit « Ah non, moi je maintiens ma qualité de secrétaire général de mon parti ». Ça les a déstabilisés et ils ont oublié de préciser que le mandat en cours en faisait partie. L'interprète d'une règle de droit ne doit pas s'arrêter exclusivement à la règle telle qu'elle est écrite, à l'interprétation littérale. Il doit aller au-delà, surtout lorsque la règle de droit fait l'objet de contestation. Il faut aller à l'esprit. Allez voir quel était l'esprit dans lequel cette règle a été rédigée. Or, le Conseil constitutionnel n'a même pas cherché à visiter l'esprit de cette règle de droit. Si on est avec l'esprit, c'est que la lettre n'est pas claire. C'est eux-mêmes qui l'ont dit ici à la salle des profs. Là. J'ai dit, mais alors, on me dit non, c'est trop tard. Maintenant, nous allons invoquer l'esprit de la Constitution. J'ai dit, moi, ça ne me lit pas. Ça ne me lit pas. Vous, vous dites, c'est vous qui avez omis de le préciser. Maintenant, vous voulez nous faire assumer la responsabilité de mettre ce que vous avez omis de faire. Pourquoi? Ensuite, jusqu'à présent, pour informer, une doctrine, c'est une doctrine. Elle peut influencer, elle peut expliquer, mais elle n'a pas de pouvoir de décision. S'il y a à décider, c'est nous qui décidons, les juges là. La doctrine. Alors, mais je n'ai pas compris que des collègues disent ça ne peut être que ça. Mais ce n'est pas ça seulement. Si les sages gardent malgré tout une sérénité inébranlable, ce n'est pas en retour le cas pour quelques membres de leur famille. L'un des sages explique ici comment les articles de presse et les revues de presse alarmants en ont déstabilisé quelques-uns. Moi, ma famille, disons, c'est plutôt ma mère. Quand je dis ma famille, je parle de ma mère parce qu'elle a été fragilisée par les comptes rendus de presse en Wolof. C'est la manière dont on le dit, le matin, très tôt, 7 h du matin là. Ça, je crois que ça a dû l'angoisser fortement. Je lisais ce qui était écrit sur le net, dans les journaux, les insultes, même de certains collègues, de Bakili, ou bien d'Ibrahim Fall, que je respecte beaucoup, Ibrahim Fall là, mais qui ont dit qui ont eu des paroles exagérées et profondément méchantes. Mais ça aurait pu m'affecter dans une certaine mesure, mais je ne pouvais pas, moi, le manifester là. Alors, et puis avec le recul, je me dis que c'est peut-être ils étaient des politiques, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Jusqu'au jour où Malik Noël Seck dépose une lettre au siège du Conseil constitutionnel et au domicile de son président, Cheikh Tidiane Diakhaté. Le contenu est effarant. Quelques extraits. Wade peut aujourd'hui violer l'éthique républicaine sans en souffrir les conséquences à cause d'hommes comme vous. Demain, lorsque la parole sera à la rue, nous reviendrons plus nombreux afin que vous nous rendiez des comptes. Vivre coûte beaucoup, mourir également, faire front exige de la dignité. Il ne sera pas dit que nous ne nous avons pas offert la possibilité de faire front avec nous. C'était la première fois qu'on nous attaquait personnellement, à titre individuel, quoi.
Parce qu'il venait jusque devant le conseil. Avant, on nous attaque à travers la presse, mais personne n'est jamais venu jusque devant le conseil déposer une lettre dans laquelle il y avait des menaces en nous disant, en faisant un parallélisme, là, vous voyez le cimetière, il est rempli de tel, quelque chose, en faisant allusion à une mort éventuelle des membres du conseil si jamais ils allaient au-delà de ce qu'eux, ils voulaient là. À partir de ce moment, je crois que l'État a pris ses dispositions et pour nous assurer une protection beaucoup plus rapprochée et de façon constante. Le président et le vice-président sont toujours protégés chez eux ou avec eux. Chez eux, il y a des policiers, avec eux, quand ils se déplacent là. Mais là, quand le problème de Malik Noël s'est posé, la protection a été renforcée pour tout le monde. Chacun avait chez soi 1 ou 2 policiers et puis avait une garde rapprochée dans le véhicule là. Généralement, quand j'étais accompagné, soit le chauffeur, soit celui qui était à côté de moi était un policier. Ils étaient en civil, mais c'est vrai que c'est pesant pour moi qui viens tous les jours à la fac, dans un milieu universitaire où ils sont un peu très trucs avec les policiers là. À l'intérieur de leur famille, épouses et enfants vont vivre des moments marqués par une angoisse permanente. La veuve de Mohamed Sonko, un des 5 juges constitutionnels de l'époque, nous reçoit. Pour la mémoire de son époux et surtout par devoir de vérité, elle revient sur les affaires agitées à l'époque, notamment les 5 millions de salaires, les limousines, les menaces et autres. C'était très dur. C'était pénible, très dur. Mes enfants étaient en France, tous en France. La plus petite, la dernière, elle était en classe, en 3e année de droit, donc en année de licence. Elle avait 21 ans à l'époque. Elle recevait des menaces. C'est elle qui était la plus ciblée. Donc, j'étais tellement angoissée. Les menaces qu'on préparait ici envers mon mari, enfin avec ses collègues aussi, les 5 sages, et les menaces que ma fille recevait là-bas. Au mois de janvier, j'étais partagée. Je ne pouvais pas rester ici et laisser les enfants comme ça. Donc j'ai dû partir en France. J'ai eu des collègues que ça a véritablement affecté parce qu'il y a certains parmi nous qui ne connaissaient pas. Moi, je suis toujours en face de 4000 perdus à la fac avec des étudiants qui chahutent, qui crient. Mais il y a certains qui ont travaillé pendant 30-40 ans, ils n'ont jamais connu ça. Il y en a un qui a été profondément affecté, d'autant plus que sa petite fille est venue lui raconter que ses amis de l'école l'a charrié. Ton grand-père est un menteur, c'est un corrompu, c'est un truc. Alors ça l'a profondément affecté, quoi. Les véhicules affectés ont aussi une histoire. Au moment où je devais voyager, la veille de mon départ, j'ai été au domicile du Premier ministre de l'époque, Souleymane Ndéné Ndiaye. Et c'était la première fois que je le voyais comme ça. Bon, je l'ai vu à la télé, mais c'était la première fois qu'on se voyait comme ça. Arrivé là-bas, j'ai demandé les gendarmes qui étaient devant la porte. Je me suis présentée, j'étais l'épouse de telle personne. Il fallait que je le voie, c'était très tôt le matin. Il a eu l'amabilité de me recevoir. Il s'apprêtait à aller au travail. Et je lui ai fait part de mes inquiétudes. Je lui ai dit que mes enfants sont menacés. Je ne peux pas rester ici, je suis obligée d'aller rester auprès des enfants. Mon mari est menacé. Il n'a pas de véhicule de service. Il n'a pas de garde de corps. Et mon inquiétude, c'est surtout le fait de laisser mon mari seul en un moment pareil. Et j'aurais souhaité qu'on lui affecte une voiture. Mon mari n'était pas au courant de ma démarche. Il m'a dit, on fera le nécessaire, Madame Sonko. Le lendemain, je suis partie en France. J'ai appelé mon mari, il m'a dit qu'effectivement, on lui a envoyé, on aura affecté des véhicules. Madame Sonko est passée me voir pour m'informer de ce que les membres du Conseil constitutionnel n'avaient pas de voiture. J'ai immédiatement appelé le secrétariat général de la présidence de la République pour savoir exactement les disponibilités. J'ai fait une note au président de la République pour lui demander de faire affecter des voitures aux membres du Conseil constitutionnel qui n'en avaient pas. Ce que naturellement le président a immédiatement accepté parce que pour lui, le véhicule faisait partie des moyens qui permettaient à ces magistrats-là de travailler. Il l'avait fait auparavant pour les autres magistrats de l'intérieur du Sénégal. Et donc, quand les véhicules sont arrivés, ils ont été distribués aux membres du Conseil constitutionnel.
C'est tout. L'affaire des salaires de 5 millions révélée par la presse et agitée par l'opinion sera une pilule amère. Quand je suis venu à la maison, ma femme m'a dit Yo, amna lo may laq ha, man quoi, mën nga fekk 5 millions. Man kañ mën Ibrahima Fall ko wax. Si Ibrahima Fall le dit, Ibrahima Fall ne ment pas. Donc am nga 5 millions depuis là. Oh, j'étais même pas au courant. Et ça, la presse le savait, mais la presse était orientée. Un jour, j'ai rencontré Madiambel Diagne en chahutant comme ça. Je lui ai dit, c'est vous qui attaquez les 5 sages avec les salaires de 5 millions et consorts. Je lui ai dit, en tout cas, mon mari n'a pas un salaire de 5 millions. Alors, en chahutant, il me dit, oh, mais bien sûr, Madame Sonko. J'ai dit, mais écoutez, Madame, si vous voulez, je vais vous montrer son bulletin de salaire. Et Madiambel Diagne, quand je lui ai parlé, je suis venu, j'ai dit à mon mari, j'ai vu aujourd'hui Madiambel Diagne, mais tu sais qu'il est convaincu que tu as un salaire de 5 millions. Il a pris son téléphone, il a appelé Madiambel. Ce jour-là que j'ai su que mon mari avait mal, il a dit à Madiambel, il lui dit 35 ans que je suis au service de ce pays. Il dit, j'ai tout donné pour ce pays. Et aujourd'hui, que je suis en fin de carrière, et c'est aujourd'hui qu'on salit comme ça mon nom. Parce que quand on salit les 5 sages, il en fait partie. Il dit, ça fait très mal. Il l'a dit à Madiambel. Il lui a dit, ça fait très mal. J'étais là, je lui ai écouté parler à Madiambel et j'ai vécu ces moments de douleur avec lui. Il a souffert. Ce document, il l'a écrit, c'était pour démentir la rumeur. Les voitures on leur a offert des voitures, on leur a donné un salaire, on leur a octroyé des salaires de 5 millions, qu'ils ont été corrompus. Il a fait cette lettre. Je vais dire la vérité. Cette lettre, quand il a fait cette note, il a demandé à ses collègues que cette note soit diffusée dans la presse. Mais ses collègues lui ont dit qu'ils sont tenus par le droit de réserve. Et ils ont raison, c'est ce qu'il m'a expliqué. Ce qui fait que cette note n'a jamais été diffusée. Mais je peux vous dire que nous l'avons vécu de manière très pénible. C'était très douloureux, difficile. Quand je suis arrivée à Paris, la veille, quand ils devaient prendre leur décision, on était tous chez mon fils, qui a fait du droit aussi. J'ai téléphoné à mon mari. Je lui ai dit, les enfants sont là. Nous avons tenu une petite réunion et nous te demandons de démissionner. Démissionne. Il me dit, pourquoi démissionner? C'est ce qu'il nous a répondu. Il dit que quand on occupe certaines fonctions, il faut savoir prendre ses responsabilités. Là, quand je lui ai posé la question, est-ce que vous allez valider? Il me dit, je ne sais pas. Je ne peux pas savoir d'avance si on va valider ou non. Il faut qu'on se réunisse, qu'on étudie le document pour savoir tout ce que les gens racontent. Il dit que c'est des gens qui avancent des choses sans le savoir. Il faut qu'on étudie le dossier pour savoir si c'est un document en groupe collégial, de manière collégiale, pour savoir s'il faut valider, s'il ne faut pas valider. Je lui dis, papa démissionne. Il me dit, je ne le ferai pas. Mon mari n'était pas malade. Il n'était pas malade. Ça dit que ces événements, tout ce qu'il a enduré pendant 1 an, tout ce que les gens ont raconté, ça l'a rongé, parce qu'il l'a vécu au plus profond de lui-même. C'est ça qui l'a rongé. Comme sûrement des gens les ont vus conduire ou les ont vus à bord de véhicules neufs, ils en ont conclu que bon, l'État ou le pouvoir à l'époque, le pouvoir politique au niveau le plus élevé, donc le président de la République, cherchait à les corrompre en les dotant de véhicules neufs. Bon, ils ont ajouté maintenant le salaire, ce qui est complètement faux. Je ne peux pas lui en vouloir à la presse là, parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas encore atteint le degré qui nous permet, nous, d'être objectifs, même si l'objectif total n'existe pas là. Même le journal Le Monde n'est pas objectif. Ils ont des orientations là. Donc je ne leur en veux pas. D'autant plus qu'ils sont venus au Conseil. Une partie de la presse, Observateur, TFM, etc. quoi.
On a expliqué le problème des 5 millions, le problème des véhicules, le problème de mon salaire. J'ai même donné mon bulletin de salaire. Mais quand ils sont sortis, ils ne l'ont pas sorti, eux. Il y avait TFM, il y avait Observateur, il y avait Le Populaire, il y avait l'As, il y avait Le Quotidien. Mais ils ont fait tabrade parce que ça ne les intéressait pas. Et ça n'intéressait pas le lecteur du moment. Des juges du Conseil constitutionnel qui acceptent de l'argent, qui acceptent des prébendes, nous ne les reconnaissons pas. Nous voulons ici instituer le Conseil constitutionnel populaire. C'est ça que nous voulons instituer. C'est une instance, comme je l'ai dit, ces décisions sont sans appel. Donc lorsque une partie de l'opinion publique a conscience que la candidature supposée d'Abdoulaye Wade, elle est irrecevable en soi et qu'elle doute de la sincérité ou de la crédibilité de l'instance qui est appelée à prendre la décision, forcément, cette frange ou ces franges de l'opinion se disent que la meilleure manière d'agir, c'est d'agir avant que l'irréparable ne soit commise. Ce qui justifie donc cette pression. Mais il y a des éléments probants qui ont nourri cette pression, que ces éléments soient fondés ou non, ces éléments ont constitué quand même un élément qui a permis de cristalliser justement cette opposition. Il y a deux éléments principalement. Le premier, il est d'ordre objectif, c'est-à-dire que la plupart des constitutionnalistes sénégalais et même étrangers avaient, avant la prise de décision, avaient considéré que sur le plan constitutionnel, la candidature d'Abdoulaye Wade n'était pas recevable, d'une part. D'autre part, il y a eu des rumeurs faisant état d'avantages indus qui auraient été octroyés récemment aux membres du Conseil constitutionnel. Donc tout cela renforçait cette ère du soupçon-là. Cette histoire nous a détruits. Cette histoire nous a détruits. Et jusqu'ici encore, je vous dis, on le vit. Le problème, ce problème-là, on le vit encore. Parce qu'ils ont écrit dans la presse qu'ils ont été corrompus, on leur a donné des millions, des milliards, je ne sais pas quoi. Cette séquence de notre vie politique est aussi synonyme d'excès et de dérive. Menaces de mort, violences physiques ou verbales ont été les maîtres mots. Les jeunes qui nous ont suivis et qui ont perdu la vie. Tout à l'heure, j'ai discuté avec des journalistes français. Il m'a dit qu'est-ce qui l'a le plus marqué pendant cette période. Je me rappellerai toujours, mais toujours, de ce jeune qui est décédé. Je ne parle pas de ce jeune qui est décédé à Podor. Je ne parle pas du jeune, comment il s'appelle, Mamadou Diop. Je ne parle pas de Mamadou Diop à la place de l'obélisque, parce que c'était sur le feu de la rampe. Les médias l'ont montré, tout le monde le sait. Mais il y en a eu d'autres, dans d'autres localités du pays. Une qui m'a profondément bouleversé, c'est le jeune qui a été abattu par les gendarmes à Podor. Parce que ce jeune, c'était un yanamariste. On avait l'habitude d'échanger par texto. Je sais qu'il est sorti dans la rue manifester parce qu'il a écouté notre discours et il a voulu être à l'image de ces jeunes Sénégalais qui ont voulu se battre pour préserver leur démocratie. Il a été abattu lâchement par des gendarmes. On n'en parle pas souvent. Même si je n'attendais pas grand-chose de ce Conseil constitutionnel, ils avaient le devoir de déloyauté envers Wade, parce que c'est lui qui les a mis là-bas, en faveur de notre République. Ils ne l'ont pas compris comme ça, ils ne l'ont pas fait. Peut-être ils ont leur raison. Pour quelque raison que ce soit, ils ont leur raison. Mais nous, on avait du dépit. On croyait naïvement que le Conseil constitutionnel n'allait pas valider cette candidature. Nous n'avions pas notre justice à côté de nous. Le seul recours qu'on avait, c'était la rue, de sortir manifester. Et nous avons manifesté. On nous a opposé une violence inouïe. Nous sommes venus non violents, avec ce signe, positive attitude et abnégation. Ils nous ont opposé une violence inouïe, malgré notre souhait de non-violence. En pleine nuit, je reçois une menace de mort. Une dame, une Française qui m'appelle. La dame me dit, Alioune, il faut quitter. On cherche à vous tuer le jour de l'élection. Et puis elle raccroche. C'est vous, Alioune Tine? Oui.
il faut faire très attention, il faut quitter parce qu'on cherche à vous tuer le jour de l'élection. Alors c'est vrai que tu es en famille avec tes enfants, tu paniques un peu. Après il y a un autre, un ami à moi, qui m'a dit, mais Alioune, il faut faire extrêmement attention. Le jour de l'élection, ne reste pas chez toi. On va chercher quand même à te tuer. Je dis, quoi? Il m'a dit, oui. Le jour de l'élection aussi, ce qui est bizarre, qui m'est arrivé, c'est le fait que le jour, mon chauffeur n'est pas venu, et le garde du corps. Tous étaient absents. Donc j'étais extrêmement surpris. J'ai appelé mon ami Cheikh Tidiane Gadio. J'ai dit, mais Gadio, il m'est arrivé une chose très bizarre. Aujourd'hui, ni mon chauffeur, ni mon garde du corps ne sont là. Il m'a dit, attends, je t'envoie un chauffeur et des gardes du corps. Et c'est là où il m'a amené un chauffeur et plusieurs gardes du corps. Et c'est comme ça que je suis allé au lagon. Il y en a qui ont été torturés chez eux. Il y en a qui ont été renvoyés, chassés de chez eux comme des malpropres parce qu'ils étaient contre la candidature d'Abdoulaye Wade. Il y en a qui ont été emprisonnés. Il y en a qui ont perdu leur boulot. Mais ils sont dans l'anonymat parce qu'ils ne sont pas Fadel Barro, ils ne sont pas Tchad, ils ne sont pas Fou Malade, ils ne sont pas Alioune Tine. J'étais très loin de penser ce jour-là que j'allais être arrêté. Donc c'est pratiquement à 6h, 7h du matin qu'on est venu frapper chez moi. J'ai dit à ma femme, écoute, je soupçonne que ce soit les gens de la DIC qui viennent. Les policiers m'ont amené, escorté avec leurs armes au commissariat central. J'arrive, donc qu'est-ce que vous avez dans les poches? Mon porte-monnaie, je sors. La ceinture, j'enlève, je sors. Et puis ensuite, les chaussures fermées. Je sors les chaussures fermées. Et puis, je suis parti au violon qui était rempli. Il y avait beaucoup de monde parce que je pense qu'on a arrêté beaucoup de gosses. Et il n'y avait pas de place. Plus de place. Donc, il n'y avait qu'un espace. C'était du côté des toilettes. Et je suis resté debout toute la nuit. Vraiment, les conditions de vie dans les violons, c'est pas acceptable. Franchement, ça viole les droits les plus élémentaires de ceux qui sont arrêtés. D'abord, il y a l'odeur. D'abord, il y a les saletés partout. Pendant la nuit, il y avait les rats, les gros rats, là, les cagnets comme on dit, mais qui circulaient. Sans compter maintenant le bruit de certaines personnes qui sont arrêtées. Il y avait effectivement des péripatéticiennes qu'on arrêtait la nuit. Il y en a qui criaient, qui vagissaient. C'est incroyable. Moi, chaque jour que je me lève, et c'est une des raisons pour lesquelles je continue de me battre, de continuer à rester équidistant, de continuer à éviter d'être instrumentalisé, de continuer à éviter d'être capitalisé par un quelconque homme politique et d'être récupéré. Parce que je dis, pour le combat que nous sommes en train de mener, il y a des Sénégalais lambda qui sont anonymes, qui ont soit perdu leur vie, soit torturés dans les postes de police à l'image de Gadiaga le 22 juin à Kaolack. Mais on n'en parle pas parce que ce ne sont pas des leaders connus, ils ne sont pas Alioune Tine, ils ne sont pas Cheikh Bamba Dièye ou Youssou Ndour. Et ce sont ces Sénégalais-là qui sont sortis et qui ont voté massivement pour faire partir Abdoulaye Wade en définitive. Ce sont ces Sénégalais-là qu'il faut rendre hommage si on doit se souvenir de quelque chose pendant cette époque. C'est Morngom d'ailleurs qui m'a appelé pour me dire, mais Alioune, on a tué un policier, ce policier, on l'a tué devant moi. C'est atroce, je dis incroyable. Je n'ai pas reçu de menaces, en tout cas pas directement. À un moment donné, on m'a simplement dit que j'étais sur une liste de 50 personnes qui étaient susceptibles de subir la foudre de ceux qui étaient au pouvoir. J'ai juste reçu une lettre anonyme dans ma boîte à la faculté à laquelle je n'ai pas accordé d'importance parce que je crois en Dieu. Dans cette lettre, il était dit que j'avais raconté des balivernes, que tout ce que je disais était faux, que j'étais un mauvais juriste et que le moment venu, il me ferait la peau. Mais bon, je n'ai pas attaché vraiment
d'importance à ces menaces-là. Les carnets secrets du Conseil constitutionnel de 2012, c'est aussi la détermination à faire face à la volonté de l'ancien régime de torpiller les candidatures de Idriss Seck, Cheikh Tidiane Gadio et Macky Sall. La bataille, ce n'était pas seulement la peur ou le vœu d'une validation ou d'une invalidation de la candidature de Wade. L'enjeu secondaire aussi, c'était la crainte nourrie par certains membres de l'opposition de voir leur propre candidature invalidée. Ça aussi, ça a joué dans les pressions, surtout qu'au dernier quart de tour, il s'est avéré justement, il y a eu des rumeurs faisant état, il y a eu même un recours du PDS pour invalider les candidatures de certains membres de l'opposition, notamment Macky Sall, Idrissa Seck, Cheikh Tidiane Gadio. Donc ces deux facteurs-là, l'invalidité ou la validité de Wade, qui était sujet à polémique d'une part, d'autre part la crainte pour certains membres éminents de l'opposition de voir leur propre candidature invalidée, ces deux facteurs-là, justement, ont poussé les gens à aller le plus loin dans le dernier retranchement, à se dire qu'il faut mener une bataille dans le hic et le nouk, parce qu'après, nous n'aurons plus que nos larmes pour pleurer, étant entendu que les décisions du Conseil constitutionnel ne peuvent faire l'objet d'aucun recours. Même l'affaire Youssou N'Dour ne sera pas en reste. Ils ne savent pas comment on fait pour remplir les formulaires. Youssou N'Dour est parti à Médine, il prend 40 noms, il reprend les mêmes. Or, nous, on ne contrôle même pas. On amène à la DAS, là, au ministère de l'Intérieur. Ils ont un fichier automatique pour savoir les personnes qui sont inscrites. Ils vérifient, ils disent, mais il y a le double emploi là. Comment on peut vérifier 48 dossiers? C'est pas possible là. À la main. Eux, ils croyaient que ça se faisait à la main. Or, c'est pas nous là. Aujourd'hui, on peut se demander, à juste titre, si le Conseil constitutionnel n'avait pas raison. Je peux mettre ma main sur le Saint-Coran pour jurer que Abdoulaye Wade n'était pas à tu et à toi avec les membres du Conseil constitutionnel. Abdoulaye Wade ne connaissait Cheikh Tidiane Diakhaté que parce que Cheikh Tidiane Diakhaté l'a inculpé en 1994, dans l'affaire des Moustachidines. Le doyen des juges d'instruction de l'époque s'appelait Cheikh Tidiane Diakhaté et c'est lui qui avait inculpé Maître Abdoulaye Wade. Maître Abdoulaye Wade ne connaissait pas non plus le professeur Isaac Yankoba Ndiaye. Parce que quand même, il était un jeune enseignant, professeur, mais Maître Wade avait déjà quitté la faculté depuis très longtemps. Le président Mohamed Sonko aussi, le président Wade n'avait aucune raison de s'acoquiner avec Mohamed Sonko, qui a été directeur de cabinet de M. Moustapha Niasse. Donc, s'il l'a nommé, c'est parce qu'il avait l'ancienneté requise, il avait aussi la sagesse qu'il fallait. Et c'est ça qui explique sa nomination au niveau du Conseil constitutionnel. Chimère Malick Diouf, magistrat du parquet connu, réputé, sérieux, engagé pour les bonnes causes, tous les pratiquants savaient que Chimère Malick Diouf était un bon magistrat. Il avait donc le grade qu'il fallait pour aller siéger au niveau du Conseil constitutionnel. Sidi Koni Diallo était un inspecteur général d'État, connu pour son calme, pour son ancienneté, pour son sérieux. Donc Wade ne connaissait même pas les membres du Conseil constitutionnel. Je pense donc que ceux qui les avaient attaqués, ceux qui les avaient traités de Yaoundé, je pense qu'ils ont été excessifs. Hein. Ils leur ont fait un grand tort et le moment est venu pour ces gens-là, s'ils sont courageux, de revenir, présenter leurs excuses à ces 5 sages qui avaient fait leur travail conformément aux attentes du peuple sénégalais, mais aussi conformément à la loi. Il faut reconnaître que dans ce contexte, les membres du Conseil constitutionnel ont fait quand même preuve d'un courage qu'il faut saluer. Parce que quel que soit Alpha, il est important dans une démocratie que l'on respecte les institutions, que l'on respecte les hommes qui ont en charge justement la prise de décision. Mais le problème fondamentalement aussi, le respect de ces institutions s'inscrit dans une dynamique. Pour que les institutions puissent bénéficier d'un meilleur respect, il faudrait aussi que ces institutions nous habituent à prendre des décisions qui sont en phase avec l'intérêt général. Or, c'est peut-être aussi un élément d'analyse, le Conseil constitutionnel a souvent été caractérisé par justement son impossibilité à se prononcer sur des sujets qui étaient soumis donc, à son appréciation.
la plupart justement des recours, ou bien en tout cas des sujets qui ont été discutés et soumis à l'appréciation du Conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel s'est déclaré incompétent. Ousmane Diagne a eu franchement une attitude remarquable, vraiment de juge indépendant, qui ne s'est pas contenté tout simplement de dire de ne pas lier mon cas avec le cas du policier et que pratiquement mon arrestation était une arrestation arbitraire, mais il a écrit au procureur général un document comme ça. Et vraiment, je voudrais lui rendre hommage, et rendre hommage à son indépendance, à son courage, parce que ce n'était pas évident. Donc pour dire effectivement que dans ce pays, il y a des policiers qui sont professionnels, qui sont honnêtes, qui font bien leur travail. C'est le cas de ce que j'ai vu avec Idrissa Cissé à la DIC. Et c'est ce que j'ai vu également avec le procureur Ousmane Diagne. Alors, quelle perspective envisager pour le Conseil constitutionnel? Faut-il le réformer en repensant le mode de désignation de ses membres et le nombre de sages le composant? Je crois que le tort que nous avions fait en 1992 lorsqu'on mettait en place le Conseil constitutionnel, c'est d'avoir laissé le président de la République désigner tous les membres du Conseil constitutionnel. Lorsque vous désignez tous les membres du Conseil constitutionnel, vous en faites quelque part vos obligés. Il faut aller vers une désignation beaucoup plus démocratique des membres du Conseil constitutionnel. Plusieurs structures, plusieurs instances puissent être à l'origine de la désignation des membres du Conseil constitutionnel. Il faut faire comme certains pays ont fait. Vous avez la France, vous avez 3 membres qui sont nommés par le président, 3 membres qui sont nommés par le président de l'Assemblée nationale et 3 membres qui sont nommés par le président du Sénat. Donc vous avez 9 membres. Et les membres du Conseil constitutionnel, en principe, on les nomme quand ils ont 70 ans. Et on les nomme pour 9 ans, et pendant les 9 ans, ils sont inamovibles. Ce qui veut dire tout simplement qu'ils sont nommés à vie. Parce que de 70 à presque 79 ans ou 80 ans, en réalité, vous ne cherchez plus à avoir une carrière. Donc c'est très important. Le Conseil constitutionnel sénégalais, en réalité, a des pouvoirs limités. Pouvoirs limités parce qu'il s'agit de pouvoirs, comme nous disons, en droit d'attribution. Mais malheureusement, le Conseil est limité dans ses attributions. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le Conseil aussi est limité puisqu'il y a 5 membres du Conseil constitutionnel qui sont tous nommés par le président de la République. Or, vous savez, en matière de nomination à des postes, notamment pour des structures pour lesquelles l'indépendance est requise, alors le problème de la nomination pose toujours, n'est-ce pas, une difficulté. Est-ce que la personne nommée aura toujours la possibilité de prendre son indépendance? Quand vous allez effectivement dans des pays comme le Niger, je pense qu'il y a les magistrats qui ont leur quota, vous avez les avocats, vous avez la société civile, vous avez, je pense, l'opposition et vous avez effectivement le pouvoir. Donc ce qui fait effectivement que c'est un mélange qui fait que la Cour constitutionnelle, eux, ils ont une cour maintenant. Donc a été capable de dire à Tandian, vous n'avez pas le droit de faire 3 ans, de prendre une décision. Pour ça d'ailleurs la Cour a été dissoute. Mais malgré tout, ils ont répondu à leur fonction. Ça veut dire avoir le courage de dire au président de la République que vous ne pouvez pas le faire. Au Bénin, vous avez Kérékou qui voulait un 3e mandat. Mais la Cour constitutionnelle a carrément dit que vous n'avez pas le droit de faire un 3e mandat. Ce que le Conseil constitutionnel du Sénégal a été incapable de faire avec le président Wade. Pour être indépendant, il faut le vouloir. Réforme en profondeur ou simplement actes et comportements de rupture, comme nous y invite le chef de l'État, c'est le génie sénégalais qui est interpellé.